Bonsoir, bonsoir, salam alaikum, bienvenue sur Parole d'honneur. Nous sommes ici en live pour un petit moment très sympathique, j'espère, avec mes invités. Et je vais tout de suite vous présenter. Il y a tout d'abord à ma gauche Asia et Yacine, qui donc représentent aujourd'hui le RAID. On expliquera un petit peu qui vous êtes un petit peu après. Et qui vous êtes venu aussi parler d'un projet qui vient de se lancer sur toutes les plateformes. Donc il y a également notre ami Nordine Aoussat, l'imam Nordine Aoussat. Oui, bonsoir. Voilà, quand tu parles d'Abdulrahman Redouane, il ne faut pas oublier le nom imam. Tout à fait. Et quand tu parles de moi, l'imam. L'imam. Voilà. Imam, notre imam. Voilà. Et bien sûr, comme tous les lundis, mon grand ami Bonsoir, Youssef Boussouma, bonsoir tout le monde. historien. Chers amis de PDH, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Écoute, on est content d'être là. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'islamophobie, beaucoup. Ouais. On va parler un peu de la répression qui s'abat sur beaucoup de personnes actuellement et autour desquelles on essaye de se mobiliser pour défendre, j'allais dire, leur probité. Et puis surtout pour dénoncer le climat et les actions menées par l'État contre un certain nombre de personnes. Et on est également là pour, dans le cadre justement de cette islamophobie d'État, il faut appeler un chat un chat. On est là pour parler du projet qui vous concerne. Hein. Donc j'ai envie de commencer par Yacine. Donc Yacine Benyetou. Ouais. Tu peux te présenter un petit peu? Donc, je suis Yacine Benyetou, je suis secrétaire national d'une organisation qui est née il y a 4 ans qui s'appelle Red Jeune. Donc une organisation qui est née en rupture justement avec les partis politiques traditionnels et dans une volonté de construire un espace pour toute une jeunesse des quartiers qui se retrouvent pas forcément dans les milieux politiques de la gauche institutionnelle. Et donc nous, on a essayé de créer cet espace-là via Red Jeune, qui est une association de loi de 1901. Donc ce que j'aime bien dire, c'est parce qu'en fait, nous, on s'insère dans l'espace politique qui existe entre les associations de quartier qui créent du lien social, donc les MJC et compagnie avec qui on travaille. Asia pourra en parler, notamment dans sa ville à Bagneux, et les organisations politiques plus traditionnelles, le mouvement de jeunesse, tout ce qui est syndicalisme lycéen, étudiant et compagnie. Et donc nous, on s'insère dans cet espace qui existe entre les deux et on essaye de créer des dynamiques, de faire des actions. Et voilà, donc Red Jeune, ça existe depuis 4 ans, ça faisait Rassemblement pour l'égalité et la démocratie. Et voilà. Et moi, à titre personnel, je suis engagé sur la ville de Sartrouville, s'il y a des Sartrouvillois qui regardent. Et voilà, représente. Dédicace, on est là. Et donc, juste pour l'information de notre public, donc RAID, c'est un acronyme. Ah, ça veut dire Rassemblement pour l'égalité et la démocratie. Mais c'est déjà, si t'écoutais. Non, t'as dit Rassemblement pour l'égalité. D'accord. Mais c'est un jeu de mots, ça veut dire. J'ai dû décrocher pendant quelques secondes et je m'en excuse, mais comme ça, on l'aura dit 2 fois. C'est bien. Ça, les gens, ils savent. Et puis, il y a peut-être aussi, tu vois, le après tour où on a un petit moment où on est un peu. D'euphorie, voilà. de divagation, ou pas. Et bonsoir au chat, hein. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à poser des questions également, on essaiera de répondre aux questions. Et n'hésitez pas également à soutenir PDH, un média autonome, indépendant, antiraciste et décolonial. Et donc, notamment, vous pouvez nous soutenir en achetant la revue, le magazine Nous. Donc on en est au 3e numéro qui s'intitule Petit Blanc, Fascisme ou Révolution. Vous pouvez encore acquérir, je pense, le numéro 2. Le numéro 1, je crois. Ah, le numéro 2, il est sold out aussi? Ouais. Donc, et le 1 en PDF. Et puis bientôt le numéro 4, on espère. Voilà. Mais puis, excuse-moi, quand il est en PDF, on a quand même la belle couverture, non? Oui, sur ton téléphone. Voilà, c'est en numérique quoi. Et vous pouvez également bien sûr soutenir Parole d'honneur en faisant des dons via le Tipeee notamment ou en vous abonnant à notre chaîne Twitch. Voilà. Donc je reviens à vous. Donc
Red, on a compris. Et donc, Assia, donc toi, tu es la responsable de l'antenne du 92, c'est ça? C'est ça. Donc, juste avant, j'étais syndicaliste lycéenne. D'accord. Donc, après mon engagement au lycée, j'avais pas trop ma place dans le syndicalisme lycéen parce que c'est très porté Paris intramuros. Moi, je viens de la banlieue, je viens du sud du 92, Bagneux. Et donc, on n'abordait pas assez, pour moi, dans le syndicalisme lycéen auparavant, quand j'ai été encore, la question des banlieues, la question de la politisation de la jeunesse de banlieue, les questions sur l'antiracisme, etc. Donc, après mon syndicalisme lycéen, je ne savais pas quoi faire. Et c'était au congrès de l'USL que je fais la rencontre de Yacine, parce qu'il menait une table ronde, c'était sur... Encore un truc genre la jeunesse dans le mouvement social. C'est ça. Et c'était le seul rebeu sur la table ronde. Et il a dit, regardez, je suis le seul rebeu. Et il nous parlait des quartiers, il nous parlait des banlieues. Et c'était la première fois que j'entendais en fait la banlieue, j'entendais les questions antiracistes dans ce milieu-là. Et donc j'ai rejoint RAID par la suite. Et donc mon rôle un peu dans RAID, c'est de créer ce lien social entre les jeunes qui ne sont pas qui sont poétisés mais qui ne veulent pas, qui ne sont pas vraiment dans les codes un peu institutionnels, c'est ça. De leur dire que leur acte, c'est quand même des actes politiques. Quand tu mènes des maraudes, quand tu fais des repas partagés, etc., c'est des actes politiques en fait. Et c'est pas parce que la gauche blanche est dans les institutions et dit que eux c'est des actes politiques, mais que nous ce qu'on fait c'est pas vraiment des actes politiques, que faut les laisser faire quoi. Et donc ça veut dire que j'essaie de créer ce lien entre donc les milieux associatifs, les actions moins institutionnelles et RAID qui va institutionnaliser un petit peu tous ces actes, toutes ces actions. Mais avec des formes nouvelles. C'est ça, avec des formes nouvelles. Et notamment, donc, il y a ce projet. Ouais. Je me trompe à chaque fois sur l'ordre des lettres, mais là, c'est bon, je l'ai. EDR. Voilà. Et donc, là, donc EDR, c'est un peu le projet pour lequel vous êtes venu aujourd'hui pour parler de ce projet, de cette action. Et en quoi elle consiste et comment on peut, si on le souhaite, s'associer à cette action. Yacine. Alors je voudrais juste dire aussi une chose par rapport à Yacine, parce que pas tout le monde ne te connaît, ne t'identifie. Tu as été candidat aux législatives. Ouais, pour le nouveau Front Populaire. Pour le nouveau Front Populaire. Ouais. Contre j'étais dans la 5e circonscription des Yvelines contre Sartrouville donc contre la présidente de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet. C'était lui. Il a emporté d'un cheveu. Oui, enfin était arrivé deuxième dans la triangulaire. Faut le dire quand même. Le candidat. Donc le troisième c'était un facho. Bon, elle c'était. Je vais te montrer des petites anecdotes. C'est quand même une belle performance que tu as faite. Oui, c'était une belle campagne, mais je peux raconter des petites anecdotes de la campagne. Ici, c'est libre antenne, mon ami. Donc j'ai été contre Yael avec son équipe, ils sont partis chercher. Tu l'appelles carrément par son prénom. On est devenus proches, ça y est. Le sang, C'était ça et tout là. Elle m'a traité de... Fais gaffe parce que ça peut être clippé. Elle m'a traité de communautariste au bout de 2 jours de campagne. En fait, elle avait cherché avec ses équipes, elle cherchait mes tweets, elle était partie retrouver un tweet où j'avais dit après la mort de Naël que la police tue. Elle avait repris ça, elle l'avait calé, je sais pas où, elle avait dit votez pas pour un candidat communautariste qui... Et en fait, détail important, pourquoi elle est partie chercher ça? C'est parce qu'en fait, pendant la campagne, moi j'ai une grosse affaire de violence policière dans ma ville, donc de la police municipale, qui a violenté des jeunes, et la vidéo elle est sortie sur TikTok. Parce qu'en fait c'est marrant, parce qu'en gros, enfin c'est marrant, c'est malheureux, mais les gamins ils ont filmé la vidéo sur TikTok, et en fait ils prévoient ce qui va se passer, donc ils disent regardez ce qui va se passer, ils disent ça dans la vidéo, donc ils sont assis tranquillement sur un banc, et 20 secondes plus tard ils se font taper par la police municipale. Et donc il y a cette vidéo qui buzz pendant la campagne législative, donc moi je vais voir les jeunes, et on fait une vidéo où ils s'expriment justement sur tout ça. Et elle, en fait, elle a vu cette vidéo
Et donc elle s'est dit, ah celui-là c'est un arabe, et en plus il parle de violence policière, donc il y a forcément des tweets à trouver. Et ils étaient partis chercher, bref, après elle avait fait son truc où elle m'avait mis à côté du candidat RN, elle avait dit, regardez, d'un côté il y a un communautariste et de l'autre il y a le Rassemblement National. Et, voilà, le fascisme, l'islamisme ou moi, quoi. Voilà, c'est ça. Sauf que ce sont les fascistes qui vont être à Jérusalem bientôt, le même endroit, d'accord, pour soi-disant contre l'antisémitisme. Ouais, mais bien sûr. Donc, il y a Elbron Pivet qui a soutenu, qui a posé fièrement avec des militaires de l'armée la plus morale du monde et qui la soutient, j'allais dire, de manière indéfectible, quoi. Et donc t'en tires une bonne expérience, ça t'a donné envie de t'y remettre. Ouais, je le dis peut-être à ceux qui regardent, qui veulent faire. Moi, ce que je dis souvent, c'est le champ des élections. Moi, j'ai eu de la chance, voilà, j'étais investi par le Nouveau Front Populaire, mais il faut y aller parce qu'en fait, c'est au-delà de l'élection en elle-même, c'est un moment où on porte des idées. En fait, les élections, moi, je me rappelle, les vidéos, elles prenaient, tout le monde les regardait. Donc, les gamins, quand ils faisaient leurs vidéos sur les violences qu'ils avaient subies, bah, c'était vu. Et donc, en fait, il faut se servir de toutes ces élections-là pour pas forcément comme des finalités en soi, mais comme des outils politiques pour de conscientisation. Bah oui, moi j'ai jamais vu ça. Moi sur les élections à Sartrouville dans les quartiers, on faisait des barbecues tous les jours et ça parlait politique de partout. Tu vois, des gamins qu'on va dire qui sont pas politiques de base. Moi j'ai vu, tu vois, pour te dire, j'ai vu des gamins, je les voyais, c'est la petite victoire, c'est que même des gamins qui dealaient, tu vois, le soir dans les quartiers, je les ai vus aller voter le dimanche, tu vois. Ça c'était la petite victoire, c'était de voir aller voter. Ils coulaient même des affiches parfois, ils venaient avec nous. Ouais, non, c'était comme une prise de conscience, quoi. C'était super. Donc voilà, bon, l'élection c'était un bon truc. Et sinon voilà, la campagne Génération EDR. Voilà. Espoir, dignité. Alors, en quoi ça consiste et qu'est-ce que vous avez lancé pour l'instant Pour l'instant, alors déjà, en quoi Génération ça consiste EDR, Espoir, Dignité, Résistance. Donc, c'est une structure qui va permettre de faire le lien entre tous ces mouvements de gauche qui peut aller du centre-gauche à l'extrême-gauche, entre guillemets, et qui du milieu associatif au milieu vraiment de l'engagement, va mener une campagne contre l'islamophobie. Et donc, le but principal de cette campagne, c'est vraiment faire prendre conscience, en fait, de ce qui se passe actuellement et de politiser un maximum chaque personne qui pourrait se sentir concernée face à la montée de l'extrême droite et donc à la banalisation de l'islamophobie. Et donc là, on a sorti une vidéo. Donc c'est samedi, c'est ça ? Ouais, vendredi. Vendredi, on a sorti une première vidéo donc, qui a fait un peu le lancement qui a bien buzzé apparemment. On a 120K de vues. Allez sur Insta, Génération EDR. Sur TikTok donc aussi. Il y a un Instagram dédié pour l'opération. Pour la campagne. Je sais pas si quelqu'un peut mettre le lien. Enfin, franchement, c'est cette campagne, pour dire un petit peu les structures qui sont à l'initiative de tout ça. Il y a plein de personnes, il y a des structures dans l'antifascisme. C'est ça. Au niveau de la région. Non, ça c'est Red Jeune. C'est Génération EDR. C'est Génération EDR que donc il y a des structures dans l'antifascisme. Parce qu'en fait, on essaie de mailler tout le territoire. Et donc il faut dire que les agressions islamophobes. Quand tu dis tout le territoire français. Hein. Tout le territoire français, oui. Dans la région lyonnaise, on le sait, l'islamophobie c'est devenu. Il y a des ratonnades. C'est de plus en plus des actes physiques, autant que au sens premier du terme. Maintenant, nous, en gros, l'analyse qu'on se fait, c'est que malheureusement, à gauche, déjà, la notion, on va en parler de la notion d'islamophobie, tout ça, mais cette notion-là, elle est, tu vois, entre ceux qui disent encore à racisme anti-musulman ou acte anti-musulman et qui ne voient pas la dissonance avec le terme islamophobie, sur le caractère vraiment structurel. Nous, c'est important, on porte cette campagne dans cette dynamique-là. Génération EDR, typiquement, le nom, c'est Espoir, Dignité et Résistance, parce que toute la dimension sociologique du rapport de l'islamophobie et surtout des personnes qui la subissent, elle est importante. C'est pour ça qu'on a porté justement ces valeurs-là d'espoir, de dignité, de résistance. Pour être plus clair, en fait, l'enjeu, c'est vraiment de... Tu vois, on le dit souvent, c'est une blague qu'on a avec des camarades de Red Jeune, c'est quand tu rentres dans un métro et que
t'as une vieille qui te regarde de travers parce que t'as une barbe un peu trop longue, tu te regardes, tu fais un petit sourire, tu vois. Tu fais le robeur républicain, comme on dit. C'est cette dimension-là, tu vois, du racisme qu'on a envie aussi d'aller attaquer, tu vois. Tout le truc très structurel, les regards, les stratégies d'évitement aussi, tu vois, de la part des musulmans et musulmanes. Et le sujet, c'est que on porte aussi Génération EDR, donc c'est des jeunes, hein, on est entre 18 et 28 ans dans les personnes qui en font partie. Les choses qu'on va essayer de questionner, c'est aussi comment on en arrive là à ce que, au bout de 3 générations, et avec une génération qui a accédé aussi au milieu des études, donc à l'enseignement supérieur. Moi, je vous donne un exemple, hein. Un truc tout bête, hein. Moi, je fais du droit, j'ai fini mon master de droit l'année dernière. Parfait. Merci, c'est le mec. En droit, tu as une division quand tu arrives en master entre les rebeux qui font du droit privé et les arabes. Les arabes donc, qui font du droit privé et les blancs qui vont souvent en droit public. Pourquoi? Parce qu'en fait, en droit public, c'est pour bosser dans tout ce qui est fonction publique, tout ça. Administration ou l'avocature. Et de l'autre côté, tu vas pouvoir bosser dans tout ce qui est truc anglo-saxon, voilà, où tu as une liberté quand même qui est plus importante. Dans le secteur privé. Dans le secteur privé, voilà. Et franchement, j'en reconnais pas beaucoup des camarades avec qui j'étais en promo, moi, qui me disent pas on va se barrer, tu vois, on va se barrer. Donc t'as vu, le truc c'est que on va se barrer, ça veut dire s'expatrier, voilà. Et donc t'arrives à un moment où même tu veux dire, ils font du droit privé pour pouvoir partir dans un pays anglo-saxon. Alors que ceux qui font l'administration, ça va être en France. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, t'as un sujet, c'est que même cette, je veux dire élite, hein, je tire le fil un peu, mais même cette élite entre guillemets musulmane qui arrive à s'émanciper culturellement, socialement, justement aujourd'hui c'est elle qui est touchée. Tu vois, quand on parle du voile à l'université, c'est ça. Hein. Et donc tu as toute cette nouvelle génération. Tu sais, on se voit, on est beaucoup dans le milieu universitaire. C'est pas comme dans les années 80-90, là on est plein, tu vois. Ça, ouais. On a inondé ces milieux-là, les milieux universitaires, tous ces milieux-là, on y est. Et sauf que maintenant, ça touche même les gens qui y arrivent. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'on arrive à un point de rupture de plus en plus. Et on le sent, tu vois, il y a une demande d'un outil politique, justement, pour déborder, en fait. Et là, c'est ce qu'on a essayé de créer avec Génération EDR, c'est cet outil politique pour déborder de partout, tu vois. Que la question de l'islamophobie, que ce soit dans le milieu universitaire, à l'école, dans l'accès au travail, dans la rue, pour le logement, tout ça. Au lycée Au lycée, avec la circulaire de 2023 sur la Baïa. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est sur une alliance de plein de structures qui travaillent ensemble. Donc du syndicalisme lycéen, je te disais, au syndicalisme étudiant, à l'antifascisme. On a essayé de lier tout ça dans un projet. Fédérer un maximum, voilà, d'espaces politiques différents pour dire qu'aujourd'hui, le point de convergence de toutes les nuances de droite à d'extrême droite, jusque de gauche coloniale, tu vois, le point commun de tous ces gens-là, c'est un racisme acceptable qui s'appelle l'islamophobie, teinté d'une mission pseudo-universaliste. Et donc, nous, l'objectif, c'est maintenant, c'est de se dire que ça doit être central dans le moment politique, mais toujours. Mais là, on ne peut pas être aujourd'hui de gauche et traiter l'islamophobie comme une oppression parmi les autres qu'on va traiter une fois de temps en temps. Là, il y a un mois de l'égalité, donc chaque semaine, ça sera une oppression différente, et le 15 mars, ça serait... Non, l'islamophobie... Par exemple, un exemple, j'allais dire concret et récent, le 15 mars, c'était la 3e journée mondiale contre l'islamophobie. À titre personnel, et je voyais aussi un échange avec des copains de PDH, c'est vrai que ça n'a pas été très, très, très relayé. C'est vrai, hein. Ça n'a pas été très, très, très relayé. Nordine. Du tout. Il faut dire que ça n'a pas été du tout relayé. Le 15 mars, c'était hier, donc dimanche, c'est ça. Oui, et donc, moi, j'ai été regarder dans les kiosques s'il y avait un magazine hebdo qui a parlé de ce sujet. Rien, zéro. Un quotidien qui parle, même un encart sur le 15 mars, journée internationale de lutte contre l'islamophobie, rien. Je ne regarde pas en ce moment la télévision, mais je présume qu'il n'y a pas une seule antenne qui en a parlé. Okay. Demain, pour les ondes radio, je vais juste encore rajouter quelque chose, ma petite expérience.
Dans mon prêche du vendredi, au cas où il ne le saurait pas, qu'il le sache, d'accord, j'en ai parlé, c'était la deuxième partie de mon sujet du prêche du vendredi dans la mosquée où j'ai officié ce vendredi, donc consacré entièrement à cette journée du 15 mars, en rappelant l'historique de cette journée. Le jour même, le soir... Tu peux nous rappeler rapidement? Comment? En synthétique, oui, je vais rappeler. Juste, je termine l'anecdote et je reviens parce que c'est important de le savoir. Oui, le soir, j'étais dans une autre mosquée au sud de Paris, à Corbeil-Essonnes, plus exactement, à la prière de la nuit. La mosquée, elle était comblée. Il y avait au moins 800 personnes, plus ceux qui étaient debout à l'entrée que je voyais en face. J'ai posé la question. Je leur ai dit, alors, quel jour nous sommes? Quel jour on sera demain? On me parlait de l'histoire du prophète, le 17 du Ramadan, etc., etc. Non, mais j'ai dit quoi? Le 15 mars, ça vous dit quelque chose? Non. Le lendemain, samedi, j'ai fait une conférence à la mosquée d'Orly aussi, il y avait une assistance nombreuse, je pose la question. Il y avait il a triché en fait, il avait assisté à mon prêche la veille, il m'a répondu, je lui ai offert mon livre comme cadeau, il est venu, et le lendemain dimanche aussi, pareil, dans ma conférence à la mosquée, donc je pose la question, personne ne le sait. Le 15 mars, très rapidement, c'est une journée que l'ONU a décrétée, l'Organisation des Nations Unies, pour commémorer le massacre qui a eu lieu le 15 mars 2019 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, où un facho est rentré dans une mosquée. Il en a tué quelques dizaines à la mitrailleuse lourde. Il a repris sa voiture en filmant tout ça. Il est reparti dans une autre mosquée. Il en a tué d'autres. En tout, il a fait 51 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. Donc, bien entendu, ça a horrifié beaucoup de monde. Pas en France, par contre, d'accord. Et le 15 mars, il représente également, surtout en cette année 2025, le 30e anniversaire du massacre de Srebrenica. Vous vous souvenez, les camarades, les amis qui ont assisté à Que faire, mon intervention était intitulée de Srebrenica à Gaza, où on est, donc où on sent les droits de l'homme en France. On peut retrouver sur la chaîne YouTube, peut-être que quelqu'un pourra mettre le lien de Parole d'honneur. Exactement. Le 15 mars, enfin, aussi, toujours, malheureusement, hein, donc c'est le 15 mars 2004, la voix sur le voile. Je le dis, je le répète toujours aux fidèles, c'est la seule loi française islamophobe, au sens propre du mot, hein, vraiment stricto sensu, vraiment. Mais monsieur Liman, c'est la laïcité. Non, la laïcité justement, c'est la séparation entre l'Église et l'État. Il n'y a pas de loi qui peut être votée si elle va à l'encontre d'un culte. C'est-à-dire un culte qui fait d'une disposition une obligation canonique. La loi, souvent, voire même systématiquement, elle respecte cela, elle trouve des aménagements pour ne pas heurter comme ça, de franc, une obligation ou une prescription religieuse. Pardon. Et il y a quelque chose de plus grave encore, c'est que la loi sur la laïcité ne connaît pas de vêtements islamiques ou non islamiques. Et ça, c'est un énorme scandale qu'on entende même des officiels dire c'est un vêtement islamique. Ça, c'est exactement le contraire de la loi sur la laïcité. Justement, la loi sur la laïcité, l'État ne reconnaît pas de vêtements et totalement neutre. Au point même, et ça ce sont les tenants même, ceux qui ont fait la loi sur la laïcité, enfin la loi de séparation de l'Église et de l'État, et à l'époque, ils disaient bien, il n'y a pas de costume musulman ou pas musulman pour l'État. Et le fait de dire qu'il y a un costume musulman, surtout quand c'est quelqu'un qui a des fonctions officielles qui le dit, c'est un véritable scandale, il va totalement à l'encontre. Justement, l'État ne reconnaît pas, par exemple si vous montrez une soutane, on va prendre la soutane, pour l'État, l'État ne reconnaît pas ça comme étant un vêtement religieux. Alors pas plus pour les vêtements musulmans. Donc c'est absolument aberrant qu'on tombe là-dedans. Et ça, c'est d'une part. Et la question de savoir pourquoi aussi les gens ne le savent pas, c'est parce qu'on est dans un des rares pays qui est dans la négation, dans le déni total. Et c'est rare. Hein. C'est un pays qui nie l'existence même
de l'islamophobie, il faut bien le savoir, qui le nie complètement. Et par contre, il sait très bien ce que c'est que les musulmans, les vêtements musulmans. Par contre, il nie l'islamophobie. On est dans une sorte de phénomène très très bizarre. Il est islamophobe. Je crois que c'est un des pays les plus islamophobes au monde, la France, mais vraiment. Et il faudrait lui décerner une décoration pour cela, parce que c'est un pays qui est expert en islamophobie à tous les niveaux, au niveau de l'enseignement, au niveau des vêtements, au niveau même bientôt de la cuisine, parce que et on voit bien à quel point, d'ailleurs, en période de Ramadan... On peut dire qu'il puise ça aussi dans son histoire coloniale. Alors, tout à fait. À travers la désislamisation en Algérie, notamment. Bien sûr, et c'est là que je voulais en venir. Ah, d'accord. Non, mais tu as raison de le dire. Parce que si on ne fait pas le lien avec l'histoire coloniale, on ne comprend pas. C'est l'autre nom que l'on donne au racisme anti-arabe, mais auquel va s'ajouter un racisme précisément sur la religion. C'est une sorte de racisme plus. C'est qu'il y avait un racisme anti-arabe. Et comme ce racisme anti-arabe, c'était pas très admis, on est dans une période, voilà, le racisme c'est pas bien, etc. Et ça a été vraiment, parce que faut dire la vérité, c'est d'abord les Arabes qui sont visés, les musulmans en général, hein, mais on voit bien que cet impensé colonial est toujours là. D'ailleurs, on le voit bien avec les déroulements actuellement qui concernent la guerre d'Algérie, l'interdiction de documentaires, de choses comme ça. Retailleau qui menace de démissionner si des mesures ne sont pas prises contre l'État algérien et les accords. Mais ce qu'il y a de grave, c'est que, et c'est ça qu'il est intéressant de dire, c'est que c'est un racisme qui est venu des élites. Ce racisme islamophobe. Absolument. Il est venu des élites. Il est toujours dans les élites. Mais oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une vague de fond de la population qui dirait on ne peut plus vivre avec eux, etc. Absolument. C'est pas vrai du tout. C'est un point très pertinent que tu... À un moment... Il lui arrive de l'être. Non, c'est vrai, faut le reconnaître. Non, mais à un moment où finalement la guerre d'Algérie s'éloignait, etc., on pouvait imaginer que pas mal de choses allaient s'apaiser. On pouvait s'imaginer que pas mal de choses allaient s'apaiser au niveau des populations. Il y a énormément de mariages mixtes. Et tout d'un coup, on a ça qui arrive comme un boulet de canon auquel on ne comprend rien du tout. Et les gens sont réellement sommés aujourd'hui de devenir islamophobes. Je pense que bientôt, il y aura un cursus universitaire sur l'islamophobie. J'en suis convaincu, hein, ça ne m'étonnerait pas du tout. On a une islamophobie savante, on a une islamophobie journalistique, on a une islamophobie bientôt culinaire même. Voilà. On peut décliner ça dans tous les domaines possibles. Et une islamophobie d'État. Et alors, une islamophobie... Alors attention, il ne faut pas dire ça parce que c'est ce qui a valu au CCIF d'être interdit, d'être dissous. C'est parce que le CCIF... Le CCIF... dernier live de PDH, alors. Le CCIF a commis l'imprudence de dire... Parce que c'est dans les raisons. On a bien lu les motifs. On salue le CCIF. On salue le CCIF. Non, mais on a cette aberration. C'est que non seulement il y a un racisme, mais on va sanctionner, on va punir des gens qui disent il y a ce racisme. Mais ça ne s'est jamais vu, ça. Ça ne s'est jamais vu. Même aux États-Unis, en pleine période de ségrégation, il y avait une ségrégation, il y a tout cela, mais on n'a pas poursuivi des gens parce qu'ils disaient qu'il y avait une ségrégation. Je veux dire, on a ce phénomène en France. Et justement, je veux faire un lien entre ce que vous avez dit et notamment le vêtement qui n'existe pas. Et justement, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, et toi, tu l'as vécu, j'allais dire, physiquement, quoi. Tu étais là quand ça s'est passé. La fameuse abaya. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu de l'intérieur? De l'intérieur, c'était à 2 ans, donc j'étais encore au lycée. Et juste pour revenir un peu, déjà, c'est une violence pour les femmes musulmanes, les lycéennes musulmanes, déjà de retirer leur voile quand elles arrivent au lycée. Mais après cette circulaire qui a édicté comme quoi une robe longue portée par des femmes musulmanes, déjà on déduit que ce sont des femmes musulmanes, et tout de suite ça fait une abaya. Sauf que quand on voit des personnes blanches porter une robe, ce n'est pas une abaya. Ça reste une robe. Ça reste une robe. Ouais, donc en fait, ce qui fait de la abaya... la robe de l'abaya, c'est l'arabe. C'est la personne qui est dedans, quoi. C'est ça. Et c'est la tête juste au-dessus, quoi. C'est ça. Et moi, j'ai... Et si par exemple, t'es bretonne, mais avec une tête d'arabe, et que tu mets une robe qui ressemble à une abaya, c'est chaud ou pas? Le problème, c'est... que c'est... T'es une fausse bretonne, t'es une arabe qui se déguise en bretonne, quoi. Non, mais est-ce que par exemple, il y a eu des anecdotes comme ça où des personnes ont été abayisées, si on peut dire? Alors, mais parfois, c'est même des vêtements qui sont
qui sont devenus musulmans, quoi. Ils se sont convertis. Le fameux kimono. Je portais un kimono, on m'a dit que c'était une abaya. Je ne savais pas que l'État japonais était un État islamique. Enfin, je suis désolée. Et l'axe du mal va jusqu'à Tokyo. Ils sont tellement fourbes, ces musulmans. Ils se déguisent en japonais. Et le problème, c'est que ce soit des agents du lycée qui doivent faire cette police du vêtement, donc contrôler comment vous êtes habillé, la longueur de la robe, si elle est après les genoux, après les genoux, condition 1, condition 2, t'es une rebeu, hop, coché, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi pour t'habiller. Et c'est vraiment une deuxième violence qu'on est encore en train de faire sur les femmes. Déjà, on subit cette discrimination puisqu'on est une femme, on en subit une autre puisqu'on est musulmane. Et vraiment, cette loi cette circulaire sur l'abaya, c'est encore une autre manière d'oppresser les femmes sur leurs conditions de femmes et encore plus maintenant sur leurs conditions de femmes musulmanes. Et on le voit actuellement avec les restrictions sur le sport. Sur le sport, on veut même ne plus accepter le voile à l'université. Toi, actuellement, t'es étudiante ? Je suis étudiante. Donc, tu fais quoi comme étude ? Je suis en double licence en droit éco. Sartec. Non, mais ça fait plaisir. Donc, je vous pose la question pour... voilà. Ça fait plaisir. Et c'est pas possible. Et donc, justement, quel est le vécu, justement, par rapport... Parce que, du coup, autant les signes religieux, on va dire, dits religieux, sont interdits dans les lycées et collèges, autant ils ne sont pas interdits dans les universités. C'est ça. Et aujourd'hui, tu sens qu'il y a une pression, qu'il y a une modification, je sais pas, de l'atmosphère dans l'université par rapport à ça. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui veulent interdire le voile dans tout l'espace public, donc y compris dans les universités. Est-ce que ça donne lieu à des débats ? Est-ce que... Bien sûr, bien sûr. Et Yacine et les autres, vous pouvez répondre aussi. Hein. Dans l'universitaire, tu as eu... Même au-delà du voile, là ils ont lancé tout ce qui est charte d'engagement républicain pour les assos. En fait, tu as un truc qui constamment pèse sur les musulmans, sur les musulmanes. Et donc charte d'engagement républicain, ça veut rien dire. Hein. Enfin, tu sais, tu as un peu de tout et ça permet de refuser. Ça consiste en quoi, ça ? C'est des chartes qui ont été mises en place pour les associations, justement à partir de la loi séparatisme, il me semble. Mais c'est des chartes dans lesquelles il n'y a rien qui... Enfin, c'est les valeurs de la République, tu vois, des choses qui veulent rien vraiment... Pas vraiment dire quelque chose. Et on s'engage à respecter un certain nombre de valeurs, comme l'égalité homme-femme, comme la neutralité religieuse, etc. Exactement. Et dont on sait très bien qu'en fait, ces chartes, elles s'adressent en fait aux musulmans. Et ça participe donc du coup d'empêcher à des associations, des fois des associations communautaires, comme il en existe pour toutes les communautés, de pouvoir exister à l'université, de demander des subventions, des salles. Donc voilà. Ça rentre dans les critères d'acceptation. Oui. Par exemple, si, imaginons, on considère que telle association ne souscrit pas, déjà si elle n'a pas signé la charte, déjà c'est mort. Ouais, c'est mort. Et même si il peut y avoir, on peut dénoncer, on va dire, une incompatibilité entre cette association. Mais complètement, tu as eu des référents laïcs. Moi j'ai entendu un gars quand même sortir, les mecs qui veulent pas se doucher tout nus dans les clubs de foot. Ah ouais. C'est-à-dire que dans l'entrisme islamique, islamiste, je sais pas comment on dit, l'entrisme islamiste, ils ont donné comme critère les mecs qui veulent pas se doucher. Le mec, il est juste pudique en fait, quoi. S'il a envie d'être pudique, qu'il soit musulman ou pas, on s'en fout en fait, tu vois. Et ça m'a paru complètement lunaire. Excuse-moi. Non mais oui, mais complètement. Mais en fait, ça relève même de l'absurde à un moment donné. C'est juste ridicule. Et en plus, c'est d'autant plus ridicule. Et ça, c'est un des trucs qu'on va porter pendant la campagne. Que EDR, on le rappelle. EDR, la campagne EDR. Que ce qui se passe, Betaram, Stanislas, c'est des dingueries sans nom. Et oui, mais non. Et du coup, de l'autre côté, tu vois Al-Kindi, tu vois, où précisément ce qui est reproché, voilà, les établissements musulmans sous contrat, où précisément ce qui leur est reproché, c'est les dingueries qu'on voit pour Betaram, tu vois. Et en vrai, t'as quand même une loi séparatisme qui était une loi ouvertement islamophobe. Et en fait, c'est aussi un message qu'on va vouloir porter pendant la campagne. C'est en vrai, les séparatistes, c'est vous, tu vois. Enfin, vos écoles, elles contreviennent justement à toutes les valeurs de la République. Ce qui est prôné, c'est sexiste, c'est réactionnaire, et il y a des millions d'euros de subventions qui y vont, tu vois, de la région,
donc à Stanislas, on avait vu, et voilà, et là ce qu'on a vu avec Pétaram, avec quand même de la pédocriminalité, tu vois. Donc en fait, il y a un niveau d'absurdité dans le débat public aujourd'hui, et c'est vraiment sur ça qu'on va vouloir revenir. C'est même pas avoir des grands discours, c'est juste redire les bases. Montrer quoi. Dire les bases, tu vois, nous on est jeunes, on est tous nés ici pour le coup, on est tous nés sur ce territoire, et il y a un moment donné, t'as vu. Et même si c'est pas le cas, et même si c'est pas le cas, enfin je le dis pas. Il peut y avoir aussi des jeunes de ton âge qui sont nés en Algérie ou au Mali ou je sais pas où, et ils sont les bienvenus. Bien sûr, c'est juste pour relever de l'absurdité de tout ça. Parce qu'en fait, le truc c'est que dans tout ça, ça participe de créer des sous-citoyennetés, même parmi ceux qui ont la citoyenneté, tu vois. Ça participe de créer des gens qui ont des droits en moins. Par exemple, un truc tout con, hein. Mais il y a des Français de papier qui dans par exemple, on a le droit à la poursuite d'études normalement, tu vois, pour accéder au master. Va regarder les discriminations à l'embauche, à l'accès en master quand tu as un nom à consonance étrangère. Et ton droit à la poursuite d'études, est-ce qu'il est respecté de la même manière, tu vois. Il y a un nombre de choses qui peuvent être des exemples par rapport à ça, ces sous-citoyennetés qui sont extrêmement nombreuses. Et voilà, c'est juste, nous on va juste reposer des bases déjà dans le début de cette campagne, reposer des bases. Les séparatistes, c'est vous, dont on demande la dignité, rien que ça, parce que vous nous la niez depuis 3 générations. Nos grands-parents ils sont venus ici, ils ont travaillé, ils ont vécu dans des bidonvilles, on n'a rien à demander à personne, nos parents ils sont venus ici pareil, nous on est la première génération un petit peu où on manifeste, on va dans la rue, on se montre. Ouais, vous êtes engagé pleinement dans le... Mais voilà, t'as vu, et on va pas laisser dans le champ politique, mais on va irriguer ce champ politique maintenant. Nordine, tu voulais dire? Oui, enfin, absolument. Donc, tout d'abord, pour exprimer mon soutien total pour cette nouvelle structure et cette nouvelle dynamique EDR, très bien choisie, hein. Donc, effectivement, espoir, parce que sans espoir, on ne peut pas bouger, hein. On va baisser les bras et se laisser faire. De même, la dignité et la résistance, et je dirais même résistance, résilience, les deux à la fois, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. En revenant à cette islamophobie, on peut dire, on pouvait espérer que vu le climat actuel, d'accord, que le 15 mars n'allait pas passer comme une lettre à la poste, comme n'importe quelle date banalisée. Il faudra le souligner, cela, Politis, c'est le seul magazine qui a parlé de cet événement cette semaine, Politis, et j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, apparemment il n'est plus distribué par le distributeur de presse, j'ai fait tous les kiosques, les relais, etc., je ne le trouve pas. Donc, cette banalisation à quelques jours d'un incendie qui a ravagé toute une mosquée, et hier, à Jargeau, oui, dans le Loiret, voilà, dans le Loiret, donc une mosquée qui a été entièrement ravagée par un accident qui, apparemment, selon les premiers constats, donc n'est pas un accident, donc un incendie criminel. Et hier, le 15 mars, à Moulins aussi, une mosquée a été taguée par toujours les fachos, 723, 732, voilà. Oui. Charles Martel, 732, avec le comme sigle. Disait Coluche, il a arrêté les Arabes à moitié, maintenant il y en a jusqu'à Lille. Donc, il faudrait c'est-à-dire que nos concitoyens comprennent cela. J'ai salué tout à l'heure Youssef quand il a parlé de cette islamophobie qui vient de l'élite. Oui, elle vient de l'élite. Elle vient de la classe politique, elle vient de la classe médiatique. Nous ne la trouvons pas dans la base. Et des intellectuels. Et des intellectuels, bien entendu. On n'a qu'à voir l'effort, l'investissement qu'ont mis les intellectuels ces 15 dernières années à nier, à travestir, à obscurcir ce concept d'islamophobie. Vous vous rendez compte, 5 livres pour réfuter
réfuter que le terme islamophobie soit pertinent et un sens, etc. Alors qu'il est accepté dans les instances internationales depuis presque un quart de siècle. On en parle, des colloques sont organisés, l'Union européenne, rien que l'Union européenne, ça fait déjà au moins 20 ans qu'elle l'utilise dans ces termes. Aujourd'hui, attention, comme ça a été dit tout à l'heure, si on trouve quelque part une publication, un discours où tu parles d'islamophobie d'État. Alors qu'historiquement, c'est l'État français qui a créé... Attends, juste une dernière chose, Youssef, excuse-moi. Tu sais qu'islamophobie, en arabe, on dit islamophobia, c'est tiré du français. En anglais, pareillement, aussi islamophobia, tiré de l'islamophobie française. Pourquoi donc? C'est parce que l'islamophobie en tant que terme franco-français est utilisé depuis le début du siècle dernier. Mais oui. J'en ai parlé dans la rencontre, encore une fois, Que faire, qu'en 1910, une thèse de doctorat a été soutenue où le terme islamophobie a été utilisé. Étienne Dinet, en 1929, utilise le terme islamophobie. Mais bon, aujourd'hui, va parler d'islamophobie sans voir en face des sourcils se renforcer, etc. Donc voilà, c'est un grand travail. Et des sourcils se renforcer, et même plus que ça, Nordine, parce que on va essayer de balayer vraiment tous les sujets, hein, parce qu'il faut le rappeler. Là, tu es là, tu as ta barbe toute bien taillée. Merci. Voilà, c'est le ramadan et tout. Mais il y a quelques jours, il y a quelques semaines, tu as subi quelque chose de très très grave. Absolument. Tu as subi quelque chose de très très grave, et on peut y voir une forme d'islamophobie. Absolument. D'accord. Bah, évidemment, bien sûr. Institutionnelle. Tu as subi une perquisition. Absolument. À ton domicile, une visite domiciliaire, comme on dit dans le politiquement correct, et une perquise, comme on dit chez nous. Absolument. Et depuis, tu as décidé de réagir. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Très rapidement. Donc, premièrement, je dois rassurer tous les amis et remercier d'abord PDH donc, pour la vidéo qu'on a faite il y a 3 semaines de cela. Elle a bien tourné et les réactions sont vraiment, je dirais, ça réchauffe le cœur de voir ces réactions-là. Plus de 500 commentaires. Je parle des commentaires, surtout des commentaires très positifs, très pertinents. J'ai même reçu une lettre postale qui m'a été envoyée à la mosquée de Massy, qui est venue du 97. Donc, un des auditeurs, s'il nous regarde, je le salue. Donc, remercie, il va recevoir ma réponse, une lettre manuscrite dans laquelle le gars, il a vu l'émission, et donc il a réagi, et il m'exprime son soutien, et aussi. Donc, voilà, je les rassure, moi, je ne m'arrête pas là. Même s'il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de garde à vue, encore heureux, Dieu merci, qu'il n'y a pas eu tout ça, rien de précis ne reproché, mais j'ai porté plainte, la plainte a été déposée, nous attendons juste qu'on nous définisse la date, ça doit être sans doute, nous dit-on, peut-être le mois de juin, vu les attentes, donc il y aura procès, si du premier coup, j'ai pas gain de cause, je continuerai, je monterai jusqu'au ciel. Voilà, pour ne pas dire à l'ONU. Donc on va engager en parallèle le rapporteur des droits de l'homme de l'ONU au niveau de l'Europe, en tout cas. Et par la suite, donc c'est que beaucoup de gens sont venus me voir, qui ont été perquisitionnés, et j'apprends de la bouche de mon avocat, maître Guesguez, qu'au mois de juillet dernier, que nous saluons bien sûr, au mois de juillet, et ça le monde entier doit le savoir, je n'ai pas encore commencé, j'ai pas mes outils malheureusement qui ont été saisis, mon ordinateur, etc., mais tout le monde arabe doit savoir ce qui se passe en France, tout le monde arabo-musulman, nous allons l'alerter et lui dire qu'en France il se passe une guerre
contre l'islam et les musulmans. Une guerre de basse tension, d'accord, à bas bruit. Une guerre hybride, comme on dit aujourd'hui. Voilà, non, bas bruit, hybride, etc., contre l'islam et les musulmans. Ça, on va porter parce que nous avons des faits, nous avons des statistiques, des chiffres. Je citais Maître Guesguez, 200 perquisitions par semaine au mois de juillet, alors que la France tout entière et le monde entier nous regardaient festoyer avec les Jeux Olympiques, et derrière ce décor, je dirais, de fête, il y avait des centaines de familles qui étaient brimées, qui étaient écrasées par ces perquisitions. Et d'ailleurs, c'est des milliers en tout, depuis que cette grande vague islamophobe a commencé, cette grande persécution qui restera dans l'histoire comme étant un phénomène vraiment très très important, puisque c'est après les persécutions contre les juifs, après les persécutions contre les protestants, les guerres de religion, les terribles guerres de religion, eh bien on a une grande vague contre les musulmans de ce pays. Pardon ? Non, mais c'est parce qu'en fait, ce côté civilisationnel aussi, en fait, oui, t'as raison, je pense qu'il est important parce que ça dépasse, en fait, c'est un rapport d'asservissement, en fait, d'une population sur une autre que certains veulent mettre en place, tu vois. Alors, c'est asservissement, mais c'est en même temps un suicide. C'est en même temps un suicide de ce pays. On a l'impression qu'il n'a pas tiré les enseignements de ces catastrophes qu'ont représentées les persécutions anti-juives et les persécutions anti-protestants. Parce que ça a été catastrophique pour le pays. Si je prends les persécutions pour les protestants... Comme s'il y avait des mécaniques qui n'arrivaient pas à enrayer. Mais regardez, la dernière grande vague de persécutions contre les protestants, c'est sous Louis XIV. C'est l'affaire des Camisards, dans les Cévennes, etc. Et la religion protestante est quasiment interdite, avec conversion forcée et autres. On a des milliers de protestants qui vont quitter la France, qui vont se retrouver dans les Provinces-Unies, en Hollande, en Allemagne et tout. C'est des milliers de cadres, de techniciens que la France a perdus à cette occasion. Mais c'est absolument incroyable. Les gens ne savent pas ça, mais ce sont des milliers de cadres, d'artisans, de commerçants, de gens du métier. Et on a l'impression qu'ils n'ont toujours pas compris l'erreur que ça a représenté pour ce pays. Et ils sont en train de faire la même chose avec les musulmans. Est-ce que tu disais tout à l'heure, ceux qui arrivent maintenant aux études supérieures, qui ont des masters, tout ça, qui veulent tous mais bien sûr, mais bien évidemment, c'est incroyable. Alors autre chose, c'est que le côté aberrant... Du coup, on a appris un mot, la hijra. Non, mais même les Français, tu vois, pas musulmans, etc., connaissent le mot, parce qu'en fait, c'est devenu un phénomène tellement massif. Et pour eux, ça veut dire réimmigration, vous savez. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. C'est vachement bien cette hijra, là. Bah oui. En fait, elle arrive à foutre plein d'arabes. Bah oui. Alors, ce que je voulais dire, ce qui est absolument aberrant, c'est que c'est un pays qui, en même temps, ne reconnaît pas l'islamophobie, mais qui en même temps punit des gens qui disent que ce pays est islamophobe. On est dans une sorte de délire total, une contradiction incroyable. Non, l'islamophobie, ça n'existe pas, mais en même temps on punit le CCIF, on le dissout parce qu'il a dit que la France est un pays islamophobe. Donc il y a un problème là, est-ce que ça existe, ça n'existe pas Excuse-moi Youssef, c'est pas une contradiction, c'est ça, c'est Orwell qui l'explique. Bien sûr. D'accord, on te confisque le langage. C'est la novlangue, bien sûr. On te confisque le langage, on te dit qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu ne peux pas dire, et les mots, on leur change du sens et on impose le sens qu'il faut utiliser. Donc, du coup, si tu parles d'islamophobie, là, tu es en train de commettre un délit parce que tu accuses l'État, séparatisme, etc. Et dernier mois, sur les perquisitions, c'est qu'on a évalué, ce sont des milliers de perquisitions, je sais plus, il y a un chiffre qui avait été donné. Mais est-ce que les gens s'imaginent que ces perquisitions, c'est des vies brisées, c'est des vies brisées, c'est vraiment des vies brisées, c'est des enfants qui ont assisté à cela, des enfants qui vont être marqués sans doute toute leur vie par cela, parce que quand on voit la police qui débarque à 6h du matin, à 5h30, et qui met en joue son père, parfois ça s'est très mal passé. Des gens se retrouvent allongés par terre, menottés, avec un revolver. Des choses comme ça. Est-ce qu'on imagine la violence que cela peut représenter pour des enfants qui ont assisté à cela ? Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Et ça veut donc dire que cela... c'est ça qui va créer des tensions par la suite. On parle de traumatisme, de véritable traumatisme. Surtout que l'immense majorité, c'est même pas l'immense majorité, c'est que c'est à peu près 6000 perquisitions. 6000 perquisitions. Absolument. Vont donner lieu uniquement à quelques inculpations. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas du tout justifiées. Et même ces inculpations, on pourrait revenir dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un pays qui vit à deux vitesses. On a la vitesse normale disons-le, pour les Blancs. Alors, même pour eux, la loi n'est pas toujours respectée, mais
On essaye, il y a des recours, etc. Et puis, on a une partie de la population, d'accord, et même citoyenne de ce pays, pour qui on peut se permettre absolument ce que l'on veut. Ce que l'on veut. On peut les piétiner, on peut venir chez eux à 6h30 à 6h du matin, on peut tout casser dans la maison, on peut défoncer la porte, après il faut réparer, etc. Vous savez que c'est aux frais de la personne, hein. On peut tout faire, absolument tout faire. Les humilier. Combien de personnes ont perdu leur boulot parce qu'ils ont été perquisitionnés? Parce qu'après ça se sait, il y a tout cela. Combien de personnes... Non mais c'est absolument incroyable. Il faut que ce pays se réveille par rapport à cela. Parce que je crois que c'est une des plus grosses catastrophes sociales que ce pays a eu à affronter depuis très très longtemps. Les assignations à résidence aussi. Alors, les assignations à résidence. Alors justement, je voulais justement arriver là-dessus. Parce que je voulais quand même dédier cette émission à au moins 3 personnes. D'abord, je voulais la dédier, alors ça n'a rien à voir là avec notre sujet directement, quoique, je voulais la dédier et saluer Nordine, qui actuellement est détenu. Nordine, donc, qui a reçu en 2021, en août 2021, qui a reçu 7 balles dans le corps, alors qu'il était avec sa compagne dans une rue de Stein, et il a été criblé de balles par la BAC du 93, ce pourquoi ils ont été condamnés. Donc ils ont été jugés coupables hein, de ces faits. Je me souviens plus la dénomination, mais peu importe. Tu parles des policiers. Non, des policiers de la BAC, ouais. Oui, il y a eu un procès récemment. Voilà, ils ont été jugés coupables. Et donc lui, par contre, alors eux, ils ont été jugés coupables pour avoir tiré des balles dans le corps d'une personne. Ils sont rentrés chez eux. Et lui, il a fait un refus d'obtempérer, soi-disant, mais en fait, il était braqué par des gens, donc il a essayé de sauver sa peau. Et lui, il est actuellement en prison pour ça. Et je lui ai parlé il y a quelques jours. Et donc, je voulais vraiment lui souhaiter un très bon ramadan. Je ne sais pas s'il aura la possibilité, ou en tout cas si on pourra lui dire qu'on a parlé de lui dans cette émission. Mais voilà, lui souhaiter plein de courage et vraiment le revoir bientôt à l'extérieur. Donc ça, c'était la première personne que je voulais saluer et honorer. Et ensuite, bien sûr, Abdourahman, notre frère Abdourahman Ridwan, pareil qu'on salue. Et justement, ça revient à ce que disait Omar. Lui, donc, il a été en première instance condamné pour apologie du terrorisme. Et il faut savoir, parce que nous, on a suivi un peu tous l'affaire, que bon, c'est une aberration absolue. Voilà, moi je regarde vraiment face caméra et j'assume mes propos. Je considère que c'est une aberration absolue, qu'à aucun moment il n'a été, un apologiste de quelque violence que ce soit. Et donc, bien sûr, on lui apporte notre soutien total. Il a interjeté, enfin son avocat a interjeté appel de cette... Et puis aussi pour son soutien à la Palestine. Voilà, de cette décision. Et de la même manière, bien sûr, le lien entre ses fonctions de président de la mosquée de Pessac, son soutien à la Palestine, comme tu viens de le dire, Youssef, donc on jouait énormément donc, dans la répression qui s'est abattue sur lui. Donc bien sûr, on lui apporte tout notre soutien. Dans quelques jours, on essaiera de poster une vidéo, parce que moi, j'étais présent au délibéré. Il y avait très peu de personnes, malheureusement. Justement, au niveau du... donc il a, comment dirais-je, 4 mois il a été déclaré coupable. Et donc la peine est de 4 mois de prison avec sursis et de 2 ans d'ITF, interdiction du territoire français, donc ce qui correspond à une expulsion. Et on se doute bien que lorsqu'il sera en dehors du territoire français avec une condamnation comme celle-là, dans le contexte actuel, tu peux être certain que jamais il remettra les pieds sur le territoire français. Donc là, c'est un enjeu majeur. C'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, je disais, même s'ils ne sont pas nés en France, parce qu'il se trouve que lui, il est né au Niger, il y a un peu plus de 60 ans, et voilà, et on doit être, je dirais que nous, les natifs de France, on doit être encore plus solidaires avec nos sœurs et nos frères qui sont justement nés sur un territoire étranger, donc fragilisés parce qu'ils peuvent subir la double peine. Ouais. Parce qu'ils peuvent subir la double peine. Donc on a vraiment, moi je me considère vraiment en mission, si je puis dire, par rapport à ces personnes, parce que moi j'ai cette chose-là qui me protège et qui eux ne les protègent pas. Et enfin, et après c'est le seul moment où je parlerai un petit peu. Il y a donc une nouvelle affaire,
il y a une affaire qui est sortie il y a quelques mois. Il y a des gens qui disent non, Abderrahmane n'a pas appelé au soulèvement dans les banlieues. Hein. Non, pas du tout. C'est le président de la mosquée de Pessac, là-bas, dans le Bordelais. Et vraiment qui subit une injustice, une hagra absolument terrible. Hein. Voilà, donc il est menacé. Et je crois qu'il a fait appel. Donc, hein. Bien sûr, il a fait appel. Donc là, maintenant, il s'agit de se mobiliser autour de son appel, de transmettre à un maximum de personnes les informations, les partager, etc. Soutenir financièrement si on peut le faire. Mais voilà, vraiment, c'est surtout sur le plan politique, et là où je rejoins tout ce que disait Yacine au début, voilà, c'est vraiment de considérer que c'est un sujet central dans la vie politique contemporaine, que nous vivons actuellement, et que voilà, on ne peut décemment pas se considérer de gauche, on va dire, d'une gauche conséquente, et ne pas prendre vraiment très 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 au sérieux la question de l'islamophobie, et notamment on espère que samedi il y aura une marche contre le racisme, et on espère que vraiment cette question de l'islamophobie sera très bien portée, on va dire, par les manifestants. Et d'ailleurs, pardon, non mais bien sûr, d'ailleurs sur cette manifestation du samedi, nous on fera un grand cortège axé uniquement sur la question de l'islamophobie. Donc EDR. Ouais, voilà. Cortège EDR. Donc si vous avez envie de vous mobiliser, vous rejoignez le cortège EDR. La règle, c'est pas de logo d'organisation dans ce cortège. Voilà, tout ça passe à côté. Ce cortège, il a vocation à être un cortège pour toutes celles et ceux qui subissent cette oppression, et celles et ceux qui veulent soutenir les musulmans. Et que ça soit pas un cortège de manifestants, d'organisations politiques, syndicales, qui feraient la guerre des drapeaux. C'est pas l'objectif. Un truc ouvert, quoi. Un truc ouvert, un truc pour ceux qui subissent. Ce que tu as dit, je reviens encore une fois dessus, la centralité dans le mouvement social aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est content, parce qu'on a trouvé des partenaires dans ce projet, des partenaires traditionnels du mouvement social, comme le syndicalisme lycéen, le syndicalisme étudiant, ce que je disais tout à l'heure. Comment ? Au niveau des partis politiques pas encore, mais ça va se faire petit à petit. Mais c'est important pour nous, parce que l'objectif à terme, c'est d'inonder totalement ce mouvement social, parce que on peut pas à 2 ans d'une élection présidentielle ne pas comprendre et que le groupe social aujourd'hui des musulmans et des musulmanes est celui qui fédère de Retailleau à voilà, Le Pen, en passant par l'arc raciste. Mais je vais aller encore plus loin, tu vois, quand tu as des partis de gauche aujourd'hui, parce que tout à l'heure vous parliez d'islamophobie, du refus de l'État de traiter l'islamophobie, mais même à gauche, les textes d'orientation aujourd'hui du Parti communiste français et du Parti socialiste, il y a écrit acte anti-musulman, il n'y a pas écrit islamophobie, parce qu'ils veulent pas justement traiter cette philosophie. Mais moi je pense que ça va plus loin, c'est qu'ils se complaisent dans ce truc. En fait, ce qui compterait, c'est le moment où la femme voilée elle se fait cracher dessus. Ce qui compterait, c'est le moment où la mosquée elle est brûlée. Mais tout ce qu'il y a avant, de la discrimination à l'embauche, tout ce qui est un peu invisible, en fait. Tu vois, tout ce qui est invisible, mais ça passe. Subit depuis tu vois, dans la chair on subit tout ça compte pas, tu vois. Et donc voilà, c'est ça le sujet de l'islamophobie. Très pertinent ce que tu viens de dire. Non, Yacine parle de ce qu'il y a avant, moi je parlerai de ce qui risque d'y avoir après aussi. Hein. Donc je sais pas si on se souvient, on en a parlé déjà, ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Ce qui s'est passé pour les juifs dans les années 30, c'est ce que subissent les musulmans depuis quelques années. C'est-à-dire avec au niveau... une petite nuance, excuse-moi, oui, c'est que même les juifs dans les années 30, l'État ne participait pas à cet antisémitisme. Absolument. Dans les années 30, c'est la société civile, enfin une certaine société civile, les intellectuels, Léon Daudet, etc., etc. Mais à ma connaissance, même l'État à l'époque... on est dans les années 30, hein. On n'est pas... oui, après Vichy, par la c'est suite... autre chose, voilà, mais l'État à l'époque n'était pas impliqué à ce point dans l'antisémitisme. C'est ça qui est absolument incroyable. Alors qu'aujourd'hui, on a un État qui est complètement impliqué dans cette islamophobie. Oui, ça, c'est une nuance qui est très importante. Absolument. C'est un point que je partage tout à fait. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse, c'est que quand ça vient de l'État qui a la légitimité de la violence et qui va utiliser cette violence en ayant comme arrière-pensée des idées islamophobes. Ce qui est grave. Quand vous aviez le Macron, pour citer juste un exemple qui est passé
très inaperçu. Après l'assassinat des 2 fonctionnaires de la préfecture par un gars qui était un peu dérangé. D'ailleurs, l'inspection de la police, des polices, avait conclu très vite, au bout d'une dizaine de jours, que ce n'était pas un acte islamophobe, mais ça n'empêche que le président, dans un discours solennel, il appelle les Français à la vigilance et il appelle les Français à la surveillance. Il y avait même par la suite à l'université dans le 95 une directive qui a été de suite retirée, qui a tourné entre les profs pour signaler les signes de radicalité, etc. Donc voilà, on appelle la population à la délation. Donc ce que je voulais dire, c'est que Yacine a bien fait de souligner tous ces actes, ces gestes, ces paroles, etc., qui viennent avant. Mais moi, je pense à l'après aussi, parce que, comme l'écrit bien Schneiderman dans son livre « La guerre avant la guerre », la guerre avant la guerre, il explique bien, un livre qui a fait beaucoup de bruit il y a 3 ans de ça, et qui explique bien qu'avant la guerre militaire physique, il y a une autre guerre qui est une guerre médiatique. Et cette guerre médiatique, j'ai bien peur de dire que ça fait maintenant un peu un quart de siècle qu'avec cet islam imaginaire d'El-Tombe, avec sa thèse et tout, que ça court. Tu as bien fait tout à l'heure de dire, quand le père Hamel, Dieu et son âme, qui est un brave homme de foi et de religion, que je connais des amis à lui qui sont la mosquée, qui est à côté de l'église, est un morceau de terrain qui a été cédé par cette église-là. Donc les Français, ils ont bien fait la différence, d'accord, la distinction entre ces détraqués, ces malades, ces fanatisés qui ont commis l'acte et l'ensemble des musulmans. Il est d'accord qu'il s'est passé le Bataclan, d'accord qu'il s'est passé la tuerie de Charlie et celle d'Hypercacher, d'accord qu'il y a eu Mohamed Merah, d'accord qu'il y avait même, on remonte plus loin, Khaled Kelkal, etc. en 95, 30 ans de ça. Mais on a toujours condamné ces actes. Voilà. En tout et pour tout, ça représente combien? Une centaine de personnes? 200? Mais combien de millions nous sommes à condamner totalement, mais sans aucune hésitation, ces actes-là? Et pourquoi donc l'État lui-même, dans ce discours, les représentants de l'État, les médias continuent toujours à entretenir cet amalgame, cette assimilation entre les musulmans pris comme un bloc, et c'est ça l'islamophobie, si on doit la définir. Voilà. Alors, avant que... Mais c'est très bien la transition, mais avant justement que... Peut-être ce sera un petit peu une sorte de mot de la fin de ce sujet-là, on essaiera de définir, mais il y avait une dernière personne que je voulais, à laquelle je voulais citer, que je voulais citer et que je voulais saluer et soutenir, c'est l'imam Ismail, qui est un imam de la mosquée des Bleuets à Marseille. Je connais bien. Et très peu de gens ont parlé de cette affaire. Oui, là, vraiment, ça commence un petit peu, mais vraiment, je vous engage à aller vous informer. Moi, je balancerai un maximum de data, de vidéos, etc. sur ma page Twitter, mais vraiment, je vous engage à aller connaître cette affaire parce que le 25 mars, il va également être présenté devant un tribunal pour les mêmes motifs, l'apologie du terrorisme. C'est juste hallucinant. Absolument. C'est juste hallucinant. Vraiment, là, on est dans des proportions qui sont grotesques. C'est-à-dire que ce qui est reproché, c'est vraiment des publications, mais que moi-même j'ai pu faire, quoi. Voilà, je veux dire, je cherche pas les problèmes, mais je veux dire, c'est vraiment des publications classiques de quelqu'un qui soutient la cause palestinienne. Voilà, vraiment. Absolument, oui. Et du coup, voilà, sans rentrer trop dans les détails du dossier, parce que voilà, moi je veux pas mettre, je veux pas trop développer aujourd'hui. On le fera peut-être plus tard, mais en tout cas, il passera devant le tribunal le 25 mars. Et donc vraiment, s'il vous plaît, il y a une pétition
qui est, je crois qu'on vient de partager. Vous pouvez également les soutenir toujours. Il faut soutenir même des sommes dérisoires, même 5 euros, même 3 euros, même si vous n'avez pas d'argent mais que vous voulez soutenir, même 5 euros, même 10 euros, parce qu'il y a des gros frais de justice. Je vois par exemple pour Abdourahmane, il était magnifiquement représenté, notamment par le maître Guezguez, mais par aussi 4 autres avocats et avocates. Vous avez vu, avocats et avocates. Ça coûte des sous. Ça coûte des sous. Ils sont en train de partager. Donc vraiment, il s'agit d'enjeux majeurs. Il s'agit d'enjeux majeurs parce que là, on est dans la répression la plus brutale, celle qui va emprisonner des personnes ou marquer au fer rouge des personnes, donc de mort civile, ou d'expulsion, donc d'expulsion du territoire, de mort sociale, quoi. Donc vraiment, il est, j'allais dire, de nos devoirs d'antiracistes, de personnes qui luttent contre l'islamophobie, de s'associer, de relayer au maximum ces combats et de leur donner, comme on dit aujourd'hui, de la force. Et ce qui rend important ce combat contre l'islamophobie, c'est que l'islamophobie se trouve à l'intersection d'autres causes. On l'a dit, la question de Palestine, ce soutien au sionisme, et aussi a comme fondement l'islamophobie. On le voit en permanence, bien évidemment. Hein. C'est évident, c'est une des composantes de ce racisme anti-palestinien, un véritable racisme anti-palestinien, anti-arabe en général. Donc c'est à l'intersection avec cette question de la Palestine, avec cette question aussi de l'immigration, des migrants aussi. On le voit bien. Hein, l'islamophobie, c'est aussi une autre façon de dire son rejet, son opposition, de justifier la violence même contre les migrants. C'est comme si tous les migrants, en fait, étaient incarnés dans l'image du musulman, etc. Donc on voit bien que cette question de l'islamophobie, elle est nodale. Elle est nodale et elle rejoint d'autres... À ne pas confondre avec Nadal. Lui, c'est un joueur de tennis. Vas-y, continue. Je suis décomposé. Et donc, on voit bien à quel point elle rejoint cette question aussi des questions sociales, d'inégalité. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de très, très important. Et c'est pas simplement une question secondaire. Non, elle concerne aussi l'avenir de ce pays. Elle concerne l'avenir aussi des non-musulmans. Parce que on va demander à des gens de vivre dans un pays avec une telle tension sociale, avec une telle violence. Parce qu'on est en train de créer une violence sociale. Et c'est l'État qui, par ses politiques islamophobes, crée cette violence sociale. C'est pas le contraire. Et comment on va... la question de savoir dans quelle société on veut vivre, dans quel monde on veut vivre. Et si c'est un monde où chaque voisin va aller espionner son voisin d'à côté parce qu'il est musulman et puis compter le nombre de fois où il va à la mosquée, hein, où on n'en est plus à l'histoire du mouton dans la baignoire, ce qu'on connaissait dans nos jeunes années, hein, les accusations. Mais c'est très très important. Très important si on veut vivre dans un monde vivable, tout simplement respirable. On ne respire plus. On ne respire plus dans un monde où il y a autant de tensions comme ça. Mais ils sont fous. Ils sont complètement fous. Je ne sais pas où ils veulent venir, je ne sais même pas s'ils ont... Je pense que c'est une politique à courte vue. On voit très bien que Retailleau, lui, c'est parce qu'il veut se présenter aux élections, et il est en train de se peaufiner un personnage de dur vis-à-vis des musulmans. Quand on veut réussir en politique aujourd'hui, il faut être dur avec les musulmans. Voilà. Mais c'est effroyable d'en arriver à cela, de faire ce constat. C'est effroyable. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle un peu une course à l'échalote, c'est-à-dire qu'à chaque fois, celui qui veut en faire plus, ouais. Mais au final, ils s'éliminent les uns les autres, en fait. Ils s'éliminent les uns les autres. Donc déjà, même dans leur stratégie raciste, islamophobe, ce sont pour moi des losers. Je voyais Wauquiez tout à l'heure qui faisait un tweet sur... je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a eu une interruption de match. Ah, oui. Enfin, soi-disant une interruption de match, en tout cas, pour pouvoir rompre le jeûne. En tout cas, c'est ce que prétendent certains. Il y a eu juste une pause d'hydratation pour ma part, hein, mais voilà. Ils sont partis, mais dans un délire, tu vois. Et tu voyais que Wauquiez était à la traîne de Retailleau, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Et juste une question que je vais vous poser, enfin, une autre question. C'est comment... Donc, vous disiez au plan national aussi, donc pas uniquement de... Alors... Oui. Donc
Donc la campagne, elle va se porter vraiment au plan national. Donc on a des sections, donc ça va être dans le nord, donc de Lille, de Nantes, puis dans le sud-ouest, dans le sud-est, pardon, avec Lyon, etc. Et vraiment, cette campagne, on essaie vraiment de la nationaliser et partout, que ce soit en banlieue, que ce soit dans les zones rurales et dans les villes aussi au centre. Et c'est vraiment rattacher tout le monde. Et vous pouvez avoir des correspondants un peu? Ouais, on a des correspondants, mais déjà de nos sections locales avec RAID, des sections locales des organisations qui font partie de cette campagne. Et il y a un réseau, vous êtes en train il y a un réseau qui est en train de... C'est ça, et de l'unifier, de tous les unifier autour de cette campagne, autour de cette organisation Génération Espoir, Dignité, Résistance. Voilà, franchement, bravo à vous, c'est franchement, en tout cas... réjouissant déjà de voir des jeunes en mouvement. Voilà, on vous souhaite que ça fonctionne, c'est-à-dire que vos objectifs, que vous atteigniez les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais en tout cas, déjà, c'est réjouissant de voir des jeunes en mouvement. Mais c'est pour ça, en vrai, là, je lance un petit appel, mais en fait, toutes les personnes qui nous voient, peu importe que vous adhériez à une organisation ou non, que vous soyez dans une association, que vous fassiez du foot, j'en sais rien, en fait, cette campagne, elle a été pensée pour qu'elle ne soit portée par aucune organisation. On a tous mis de côté nos logos, nos trucs et tout. Il n'y a personne qui va revendiquer cette campagne. En gros, l'objectif de cette campagne, c'est de se dire, faites comme vous voulez, portez-la. Porter ces messages donc avec des mots d'ordre clairs: espoir, dignité, résistance, et voilà. Donc on va avoir plein de modalités d'action qui vont être différentes. Là on a passé le week-end à faire des grosses actions coup de poing à travers toute la France, donc déroulement de banderoles à des endroits stratégiques, mais ça on le verra, on va pas spoiler Youssef. Mais sinon Retailleau il va nous mais voilà, parce qu'en fait dans les 4 coins de la France il y a des affaires emblématiques d'islamophobie, tu vois, pour Al-Kindi dans la région lyonnaise, tout ça, et aussi on aura des trucs très pratico-pratiques, des trucs très simples à faire. Il y aura un site internet qui va être lancé et on pourra commander des affiches et des tracts, et on pourra, n'importe qui pourra en commander, voilà, propagande, on pourra coller des affiches et on pourra justement inonder tous les espaces de société, à chaque fois que chaque action islamophobe, maintenant on va essayer d'être présent et que tout le monde y participe. C'est super, et on vous soutient. Et pour les partis politiques, juste encore une question. Pour les partis politiques, vous comptez les interpeller? Bien sûr. Alors, oui, déjà il y a déjà eu un colloque à l'Assemblée nationale qui a été organisé par le député Raphaël Arnaud. Tout à fait. Qui a reçu une visite. On était là, c'était sympa. Il y a Madame Mansouri qui est rentrée à l'Assemblée. Oui, parce qu'en fait ils ont voulu interdire le colloque parce que Raphaël Arnaud a invité le CCIE. Sauf que du coup le colloque a été autorisé dans tous les cas, et au final ils sont rentrés un peu par effraction dans le colloque de force pour faire un peu un coup d'éclat et filmer tout ça. Mais ils se sont fait sortir par les huissiers. Et derrière, ils se sont pris un rappel à l'ordre. C'est bien, cher. Donc voilà. Bah oui, cher. Dans ces cas-là, on dit cher. Et d'ailleurs, justement, il faut en profiter pour dire que, quand même, la France Insoumise, parmi, j'allais dire, les partis représentés actuellement à l'Assemblée nationale, et je dirais quasiment le seul parti à porter ces questions-là. Après, je pense qu'il y a des personnes dans d'autres organisations qui ont un peu de conviction. Mais bon, en tant qu'organisation... Voilà, qui porte vraiment un message, un discours. J'allais dire heureusement, en tout cas c'est ce que je pense, heureusement, parce qu'il y a des débats des fois sur l'électoralisme, etc., la pertinence d'avoir de participer aux élections, etc., suivez mon regard. Heureusement qu'il y a des élus qui portent ces questions-là. Je pense à Thomas Porte, je pense à Ercilia Soudet, je pense à Daniel Obono, je pense à bien sûr Raphaël Arnaud, à aussi Ali Diouara, et d'autres, et Alma Dufour, et encore d'autres, et bien sûr le vieux Jean-Luc Mélenchon. Et je dirais que cette organisation justement porte ce discours. Et dans ce cadre-là, ils organisent, en tout cas ils participent à l'organisation d'une marche qui a lieu samedi 22 mars. C'est pour ça. À Paris. Alors attends, je termine juste ma phrase. Et donc, il y a eu des visuels qui ont été créés et diffusés sur les réseaux sociaux, dont un a fait beaucoup de bruit.
Alors vas-y, et après on parle justement de ces fameux visuels. Mais vas-y, tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais dire un point. C'est un maître tunnelier lui aussi. Hein. Ouais, je suis fort moi. Je lâche pas. Non, en fait, c'est plus une petite pression là qu'on a envie de mettre. En fait, on va pas la lâcher quoi. Enfin, c'est les partis là qui sont pas capables de nous suivre. La politique, c'est des moments, c'est des moments de prise de position. Il y a eu une marche contre l'islamophobie en 2019. Jean-Luc Mélenchon, il y a participé. Ceux qui veulent pas derrière se mouiller dans un tel moment politique, on va pas l'oublier. Ouais. Et ça se voit. Enfin, il y a des structures. Tu vois, typiquement, quand Raphaël Arnaud a organisé le colloque à l'Assemblée, bah ça a fait du bien à des structures comme les étudiants musulmans de France, par exemple, qui étaient présentes, bah de voir qu'il y avait des relais dans la représentation nationale pour aussi défendre et être là. La parole à l'Assemblée nationale. Voilà. Et j'avais oublié de nommer the last but not the least, Rima Hassan. Bien sûr. Qui est très engagée. Et moi, j'avais envie de réagir à ce que tu venais de dire en me disant, bah, si tu veux, les gens, tu vois, qui sont de la gauche molle, on va dire, moi, pour ma part, hein, j'ai plus envie pas de les laisser tomber, mais j'ai plus envie de mettre encore plus de pression à la France insoumise, dans le sens où ce sont des alliés, mais voilà, ce sont les seuls qui portent. Donc j'ai envie de me dire, voilà, je préfère mettre toute ma pression sur eux parce qu'il n'y a que par eux que les messages peuvent réellement passer, que de me fatiguer à parler avec Jérôme Gage, quoi, tu vois. Oui, mais quand tu prends Jérôme Gage, vraiment là... j'ai pris un exemple avec non, mais je pense qu'il faut... Non, mais sans Jérôme Gage, je ne sais pas, il ne fait pas partie de la gauche, de toute façon, voilà. On ne parle pas de lui. Mais mais je pense qu'il faut malgré tout interpeller le Parti communiste, il faut interpeller les Verts. Les Verts, il fut un temps où les Verts, sur l'islamophobie, étaient très bien. Après, ils ont complètement reculé, ils ont complètement régressé, il faut le savoir, attention. Donc, c'est des choses qui sont pas forcément statiques, qui peuvent évoluer, etc. Hein. Selon les dynamiques internes, quoi. Mais bien évidemment, donc il faut, à mon avis, il faut absolument interpeller le PS. Par définition, le PS, c'est tellement le PS. Pour moi, je l'exclus totalement de la gauche aussi, de toute façon. Mais en tout cas, je pense qu'il faut interpeller les Verts et le Parti communiste. Faut espérer qu'au sein des Verts et du Parti communiste, il y a encore des gens qui peuvent être sensibles à cela et les amener à se détacher de leur direction. Virer Roussel déjà les amener à se détacher de leur direction pourrie. Non, mais c'est ça qu'il faut faire. Ah ouais, mais on avait dit qu'il fallait pas trop taper. Non. Comment ? Non, je déconne avec Yacine. Il faut le faire. C'est pour ça qu'il faut interpeller. Il faut interpeller le Parti communiste. Il faut interpeller les Verts. Et il ne faut pas les laisser... et pas que, d'ailleurs, à mon avis, il y a aussi d'autres structures à l'extrême gauche qui aussi ont besoin sur l'islamophobie de se réveiller. De se former aussi. N'est-ce pas ? Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a du travail. Et pas uniquement... Alors, la France Insoumise, c'est très bien. Donc, les partis qui sont un peu mous, rapprochez-vous de Nordine, de toutes les personnes qui parlent de l'islam, de l'islamophobie, et j'allais dire le lien avec la vie politique française et j'allais dire éduquez-vous quoi, éduquez-vous. Vas-y Yacine. Dans le chat, il y a des gens qui disent que je suis rousseliste à cause de toi. Clarifions les choses. Rousseliste parce que lui il fait des blagues. Alors, il est plus proche de Fontaine, je crois. Je tape des fives avec lui. Il l'appelle le S, d'après ce que j'ai entendu parler. Parce que j'ai entendu dire. Non, mais. Nordine, excuse-moi, Nordine. En parlant de cela, justement, moi personnellement, en tant qu'imam, d'accord, et mon affaire, elle ne fait que commencer et je vous promets qu'elle va encore avoir beaucoup de bruit et elle va continuer à porter haut cette question des perquisitions politiques, des perquisitions abusives dont seule la composante nationale musulmane et principalement, pour ne pas dire... Voilà, comment ? Persécution. Voilà, mais qui dit perquisition, dit persécution qui va avec, bien entendu. Pour la tribune, c'est une première, il faudrait qu'ils le regardent bien, d'accord, que tous les autres regardent bien 7 députés de LFI qui ont signé la tribune de soutien citoyen à l'imam, écrit l'imam Noureddin Aoussad, je les remercie vivement. Et comment ? C'est ceux que j'ai nommés à peu près. Ouais, à peu près. Donc je les ai pas tous en mémoire. Mais si on oublié, on les remercie aussi. Et de grandes organisations nationales, Tzedek,
l'AFJPF, le NPA a été aussi signataire de cette tribune. L'anticapitaliste. Voilà, l'anticapitaliste, bien sûr, a été signataire. C'est une première. C'est une première. Jamais un imam il y en a au moins une bonne vingtaine qui ont été bien abîmés, touchés, persécutés ces dernières années, qui n'ont pas eu ce soutien. Moi, je suis honoré de ce soutien et je leur promets que ce soutien-là, citoyennement je parle, va aller très loin. On va porter très haut cette mobilisation, cette solidarité nationale qui n'est pas du tout islamiste puisque c'est des non-musulmans qui sont signataires pour les droits que les musulmans aient les mêmes droits. Voilà. En fait, voilà. D'ailleurs, c'est une tribune citoyenne qui soutient citoyennement un imam qui se trouve être aussi citoyen.